Vous avez vu les cicatrices sur les mains de Abe? C'est pas celles de l'Odyssée d'Abe, c'est celles du remake qui ont été redessinées. Comme vous le voyez, les Mudokons sont un peu des trous du cul. Hein. Voilà, on peut alterner entre Abe et Munch. Salut Munch. Salut Abe. Donc on peut dire salut suis-moi, donc le salut qui vaut suis-moi à l'autre et s'en faire suivre. On ne peut pas envoûter l'autre quand on est Abe, ce qui serait un peu bizarre effectivement qu'on puisse. Et voilà. Oui, les Mudokons sont un peu des trous-ducs. C'était déjà un peu le cas dans l'Exode d'Abe, ça l'était un peu moins dans l'Odyssée d'Abe, mis à part si on a la mauvaise fin. Et c'est un choix un peu curieux de la part de cette franchise, c'est que... Abe, Munch, vous vous êtes retrouvés. Si c'est pas mignon. Maintenant, allez trouver le grand pruneau. Il a un message à vous transmettre. Avant d'arriver à la grotte, vous allez devoir vous faufiler entre des huttes slog. Vous y croiserez des Mudokons. On les force à ramasser des slogordures. Délivrez les Mudokons et les fuzzles et direction la première hutte. Les glucons sont totalement inhumains, mais les Mudokons sont les pires humains qu'on puisse imaginer, avec toutes les bassesses de l'humanité. C'est un choix un peu curieux. J'ai fait un gros plan sur le chaman, vous avez vu ses plumes. En fait, Ah, j'oubliais. Le grand pruneau a un petit cadeau pour Abe. Le pouvoir d'envoûtement. Avec ça, il est équipé pour envoûter les industriels à distance. À consommer avec modération. Si les Mudokons sont devenus verts avec quelques plumes sur la tête, c'est apparemment de la dégénérescence. Normalement, un Mudokon, ça ressemble à ce à quoi ressemble ce chaman, ou ce à quoi ressemblent les guerriers qu'on verra dans d'autres niveaux. Et même dans celui-là d'ailleurs. Alors, je viens d'envoûter un Slig. Avez-vous vu comment j'ai fait? Je crée une boule de ce pouce qui peut se balader. Et elle peut aller d'autant plus loin que j'ai mis beaucoup de ce pouce. Donc maintenant, l'envoûtement coûte quelque chose, mais il va plus loin. Et il peut pas passer certains obstacles. Donc c'est une mécanique très différente. Mais sinon, une fois qu'on contrôle la créature envoûtée, c'est pareil que dans les anciens jeux, c'est permanent. Ici, j'ai deux façons de me débarrasser des ennemis, donc les envoûter, quoiqu'au milieu de l'eau c'est un peu compliqué, ou les zapper et les faire tomber dans l'eau avec Munch. Je choisis de dégager le terrain avec Munch, de façon à faire toutes les choses qu'il y a à faire avant qu'on ait besoin de Abe. Et voilà. Vous voyez que les machines à boissons ont une version industrielle, donc avec des néons et tout ça, et une version naturelle, donc peinte à la main et faite dans le même type de matériaux que ceux qu'on pouvait voir dans le premier jeu, à Scrabania ou à Paramonia pour les portes ou les choses comme ça. C'est très curieux. Une version naturelle et une version industrielle. Les éléments de confort modernes offerts par les glucons et leur industrie sont totalement diabolisés dans les 3 premiers jeux, mais si on en croit les interviews de Lorne Lanning, elles devaient être présentées sous un jour plus positif dans les jeux suivants de la quintologie, parce que vous savez qu'il devait y avoir 5 mini-séries de jeux avec 5 héros, Munch étant le deuxième. Là, j'ai pas le choix, je dois les utiliser pour tuer le Slig qui est ici. C'est le seul moyen d'ouvrir cette porte. Et c'est l'un des deux seuls moyens de me débarrasser de ce Slig. L'autre moyen étant de demander avec Abe au Mudokon de l'affronter. Mais un Mudokon tout seul ne gagnera jamais contre un Slig. En tout cas, pas un Mudokon de base comme celui-là. En revanche, je sais plus si c'est 3 ou 4 fuzzles. 4 fuzzles c'est suffisant. 1, 2, 3, 4, oui c'était 4 fuzzles. J'ai un peu oublié. Hé, salut. Faut pas s'en faire pour les Mudokons à plumes. Ils sont heureux dans la nature. En fait, ici, il n'y a que les fuzzles à sauver en les faisant passer par les portails. Alors c'est un peu curieux comme notion, mais ces portails servent à nettoyer les esclaves de leur esclavage. On verra ça dans une cinématique un peu plus tard.
Et donc ces Mudokons n'étant pas des esclaves et ayant l'intention de rester sur place, et ben ils vont rester sur place. Mais ces Fuzzle, là on est à l'extérieur, ils ont aucune raison de pas rester sur place. De plus on se demande ce que des Glucons pourraient bien faire de Fuzzle. Alors ils ont peut-être un partenariat avec les Vickers pour capturer des Fuzzle dans la nature lorsqu'ils mettent en place une zone industrielle. Cette zone industrielle correspond à des Uteslogs, c'est-à-dire des complexes où on élève les slugs pour faire ce qu'on fait avec les slugs, c'est-à-dire pour s'en servir de chien de garde. Les alentours des complexes industriels sont généralement aussi industrialisés et la nature y est généralement mal en point d'une façon ou d'une autre. Ici c'est pas le cas, c'est plus l'exception qui confirme la règle. Mais toujours est-il que très souvent ce qui se passe dans ces zones là c'est qu'il y a pas d'esclaves, donc seulement des Mudokons libres. Des Mudokons libres mais emprisonnés, comme c'est le cas ici, ou en mauvaise posture pour une raison X ou Y. Mais une nature à restaurer. Voilà, j'ai voulu vous montrer là que seul Abe peut parler aux Mudokons, seul Munch peut parler aux Fuzzle. Si Abe essaie de leur parler, il grogne. Si Munch essaie de parler aux Mudokons, eh bien les Mudokons lui rient au nez. Allez les gars. Ce qui est absurde parce qu'à partir d'un certain stade dans le jeu, il y a une notoriété publique que Abe et Munch voyagent ensemble et font partie de la même équipe. Ouais, il y en avait 12, j'en ai sauvé 12, il y en avait 63 en tout jusqu'à présent dans le jeu, j'en ai sauvé 63. Donc c'est parfait, maintenant je vais avoir besoin d'Abe pour regrouper ces Mudokons afin de faire les envoûtements nécessaires à ouvrir les portes. Si j'ai eu du mal à libérer les Fuzzle, c'est parce que, encore une fois, la touche action qui sert à se mettre dans ce fauteuil roulant dont je vous parlais tout à l'heure, est la même touche action que celle qui permet d'activer les portails d'oiseaux. Vous voyez comment fonctionne la collaboration entre Abe et Munch. Munch peut dégager le terrain pour Abe et vice versa. Là en l'occurrence ça a consisté à ouvrir un puits pour que Abe puisse se retrouver du même côté que ses enclos à Mudokons. V'là mon pote. Et maintenant Abe va pouvoir regrouper les Mudokons pour leur faire des envoûtements. Le reste de ce niveau va consister à traverser une grande étendue avec plein de sligs. Et donc, de la même manière que précédemment, j'ai le choix. Soit j'utilise une armée de Mudokons pour affronter les sligs. Je n'aime pas faire ça, donc je ne le ferai pas. Soit je les envoûterai un par un pour s'entretuer. Écoutez bien. Faire s'entretuer les sligs fonctionne différemment dans ce jeu des deux précédents, et il ne pourrait pas en être autrement puisqu'il y a des points de vie. Un slig envoûté dans les deux premiers jeux est invincible tant qu'il bénéficie de l'effet de surprise. Il lui suffit de tirer une fois sur un de ses congénères sligs pour le tuer. Ici ce n'est pas le cas. À partir du moment où un slig commence à frapper un autre slig, non seulement l'autre slig se rebiffe. Je profite du temps d'attente pour rejoindre Abe avec Munch. Je suis un peu désorienté. Ah, ensuite en plus voilà, maintenant je peux y aller. Donc un slig qui... Ah, j'ai ouvert ce puits. Un slig qui est attaqué par un autre slig se rebiffe, et pour peu que ce soit un slig plus gradé, il aura plus de points de vie, et puis surtout les sligs bénéficiant de la même intelligence artificielle que celle qui gère tout le jeu, un slig ne rate jamais son coup quand il frappe. Un personnage contrôlé par le joueur peut frapper à côté. Ce qui fait qu'à 1 contre 1, le joueur est désavantagé. Cependant, des points de vie perdus ne sont jamais regagnés, et il suffit de recommencer suffisamment de fois pour arriver à nos fins. Munch peut contrôler une grande variété d'appareils, on a déjà vu le rapidodo, maintenant il y a les grappins. Les grappins peuvent servir à lancer des explosifs sur les sligs sur des explosifs, ce qui a le même effet, ou des explosifs sur d'autres explosifs, comme par exemple pour ouvrir ces cloisons que vous voyez en haut à gauche et en bas de l'écran. Les mines repoussent. Tomber sur une mine ne fait pas nécessairement perdre tous ses points de vie à un allié ou à un ennemi. Mais si on tombe en plein milieu de la mine, on meurt. C'est valable pour Abe et Munch. C'est valable généralement pour les sligs. Il a suffi que je le dise pour que ce soit différent. Et comme il n'y avait aucun moyen de s'en sortir autrement qu'en passant par les mines. Nous passerons par les mines. Eh bien, il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Les sligs sont mis dans le jeu avec l'idée qu'ils vont avoir un certain parcours à faire et une certaine fonction dans le niveau.
et quand ils se retrouvent à une place qui est pas la leur, ils sont complètement désorientés. Et ce qui se passe en fait, c'est que bien souvent, quand on les met à proximité de mines qui sont pas prévues pour être dans leur environnement direct, eh bien, ils peuvent marcher dans les mines par accident. Vous allez voir ça dans les Hit the Slug, ça se produit assez souvent. Là, j'essaie d'attraper Abe, malheureusement il y a le relief qui m'en empêche, qui empêche le grappin de se refermer. Là voilà, c'est bon. Parce que j'ai vu cette plateforme sur laquelle je peux déposer Abe, qui est le seul moyen pour lui d'y accéder, et c'est surtout du spooce. Ainsi qu'une sorte de hutte et un autre Mudokon pour au cas où je veux constituer une armée. J'y tiens pas. On va se dire que d'un point de vue roleplay, c'est mieux de les organiser en armée de façon à ce qu'ils puissent se débrouiller tout seuls une fois que Abe et Munch auront quitté la zone. Mais ce que nous allons faire surtout, c'est utiliser ce spooce, il y en a largement plus qu'il n'en faut, hein, pour vaincre les Slig. Je réalise que je me retrouve assez souvent à parler de plusieurs choses en même temps. Oui, bah c'est le Mudokon. Ok, écoutez bien. Oui, il est là. Que je me retrouve assez souvent à parler de plusieurs choses en même temps, c'est parce que Tout pour le moment. ces jeux plus récents, alors plus récents comparativement à ceux auxquels j'ai joué lors des 4 premiers let's play, sont plus complexes. Il y a plus de choses à en dire parce que le gameplay est plus flexible et pour tout un tas d'autres raisons. Et donc du coup, je me retrouve à parler de plusieurs choses à la fois. Donc voilà la stratégie. Ici, donc il y a beaucoup de Slig qui sont loin de Abe et qui gardent la porte de la Hit Slug. Ouais, le GameSpeak des Slig ne sert à rien dans ce jeu, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de manière de le tester dans l'écran de début du jeu. Ils disent des phrases un peu aléatoires, les autres Slig alentours réagissent, mais ça ne sert qu'une fois pour activer une commande vocale. Ce que je disais, oui, c'est que il y a donc quelques Slig qui sont proches de Abe et beaucoup de Slig qui sont près de la porte de la Hit Slug. Ce que je fais, c'est que j'envoûte les Slig qui sont proches de Abe pour aller jusque tout au bout et frapper les Slig les plus lointains dans l'espoir de tous les tuer à long terme. Ce que je finirai forcément par réussir à faire, ne serait-ce qu'en les envoûtant un par un et en les faisant exploser, mais que je peux faire un petit peu plus rapidement en prenant la peine de les frapper, là, comme par exemple celui-ci que je viens de tuer. Je l'ai tué parce que je l'ai frappé successivement avec 2 Slig différents et que je fais perdre tous ses points de vie. Mais du coup, ça a un côté un petit peu fastidieux et c'est la raison pour laquelle j'avais des réticences au départ à vous montrer ce jeu. Est-ce que j'ai bien dit au Mudokon de m'attendre ou est-ce qu'il me suit ? Donc voilà, une boule de spooce à une boule d'envoûtement à 1 spooce aurait peut-être suffi pour ce Slig là, mais vu que la boule s'évapore dès que sa réserve est vide, je me disais autant être confortable en mettre 2, j'en ai plus d'une 50aine et j'en aurais pas besoin donc. Vous voyez, les autres Slig viennent à la rescousse d'un Slig attaqué et les PNJ ont plus de précision que le joueur. Ok, écoutez bien. Allez, un peu d'huile de coude, les gars. Ah, il est... D'accord, il est trop loin du levier, donc il ne peut pas l'activer. Ou alors c'est parce qu'il n'est pas programmé pour activer ce levier-là. Dans les 2 précédents jeux, un levier était un levier. Dans celui-là, j'ai l'impression que c'est pas complètement le cas. Il y a des leviers qui sont programmés de façon à ce qu'un Mudokon PNJ comprenne qu'il doit l'activer quand je lui demande de travailler. Et des leviers que seul Abe peut activer. Vous allez voir dans un des derniers niveaux, il me semble qu'il y a 2 leviers où il faut impérativement que ce soit Abe et Munch qui les activent simultanément et qu'on peut absolument pas demander à 2 Mudokon de le faire. Alors, vous voyez ce panneau, il y a un onglet de direction qu'il n'y avait pas précédemment, mais je crois qu'il y a 0 membre de la direction à mettre hors circuit parce qu'il n'y a pas de glucon ici et on n'a même pas dans la Hit Slug. C'est juste pour nous habituer à l'idée qu'il y aura des niveaux avec des membres de la direction.
Allez. Vous remarquerez que je me mets toujours dans le dos du slick que je veux frapper. C'est parce que ça me permet de donner un coup gratuitement. Le temps qu'il se retourne, j'ai le temps d'asséner un deuxième coup. Alors, il est évident que dans des configurations où il y a des sligs dotés d'une arme à feu, ce qui, vous le voyez, n'est pas le cas de ces sligs-là, il vaut mieux posséder celui qui a une arme à feu pour pouvoir tirer les autres comme des lapins. Chose amusante, les seules armes à feu qui existent dans ce jeu sont alors des bazookas et des pistolets laser. Les fusils des slicks dans les premiers jeux étaient des fusils normaux qui avaient l'air de lancer des projectiles solides, donc en métal et tout. Là c'est des fusils laser. Peut-être pour rendre moins incongru le fait que ça tue pas en un coup, mais qu'il faille quand même faire perdre des points de vie à nos adversaires pour les tuer. L'idée de balles solides s'accordait mieux avec l'idée de n'avoir qu'un seul point de vie, j'imagine. Toujours est-il qu'ici c'est la grosse boucherie. Il reste que 2 agents de sécurité, dont celui que je viens de tuer et celui que je possède, donc du coup ensuite il n'y en aura plus. Je vous ai montré que c'est pareil que dans les autres jeux, c'est-à-dire que si Abe est déconcentré d'une façon ou d'une autre pendant qu'il envoûte, c'est automatique, la créature est désenvoûtée, et un slig désenvoûté explose. Là je suis arrivé à ce résultat en frappant Abe avec la matraque du slig que je possédais, mais ça se serait produit de n'importe quelle façon possible imaginable, ça c'est quelque chose qui n'a pas changé en fait. Alors, chose bizarre, le fauteuil roulant permet à Munch de sauter. Voilà. Et là je dois aller là parce que là il voulait pas comprendre qu'il pouvait activer ce levier. Vous voyez ces Mudokons bizarres, hein, c'est des Tomahawkers. C'est-à-dire ils portent un Tomahawk, ou plus exactement une sorte de massue. Et ils sont pas déguisés, hein, c'est juste leur apparence. On peut transformer des Mudokons normaux en ça, ou en une autre catégorie de soldats qu'on appelle des Mudarchers. Il faut envisager les choses un peu comme je le disais pour le premier jeu, comme les membres d'une colonie d'hyménoptères, vous savez, avec une reine, des ouvriers, des soldats. On va dire que les verts sont des ouvriers de base, et que les différentes castes de soldats, bah, c'est les blancs avec plus de plumes et une arme, et des plus grosses mains. Mais tous peuvent faire l'envoûtement de base, hein. C'est juste que là, c'est des Mudokons normaux qui se sont mis pour activer les téléporteurs. On passe rarement par des portes, on quitte généralement les niveaux avec des téléporteurs comme cela. Peu importe que Munch se mette sur l'icône Munch et Abe sur l'icône Abe, il suffit que les deux se mettent sur une icône. Munch, votre karma plane à 12 000. Faites équipe et portez secours à ces scrubs Mudokons. Un scrub se reconnaît à sa jupe effrayée, très mode. Les deux peuvent même se mettre sur le même téléporteur et ça ira parfaitement. Voilà, il y a 9 Mudokons dans ce niveau, et je vous dis que ce sont des Mudokons parce que je le sais. Dans ce jeu, les Mudokons esclaves, on les appelle des scrubs. Et effectivement, ils sont un peu différents de ceux des jeux précédents, c'est-à-dire qu'ils sont plus verts mais gris, un peu comme s'ils étaient poussiéreux, mais apparemment c'est une couleur liée à leur état de dépression. Et ils portent donc une jupette rayée et un chapeau rayé. Ça, c'est un hachoir à viande, alors sans doute pour préparer la nourriture des slugs. Ah non, il y a marqué recyclage. Mais bon, le jeu nous permet de faire preuve de sadisme à ce stade, en positionnant donc les ennemis sur le tapis roulant conduisant à ce hachoir. Je peux passer à la cinématique du hachoir que je vous ai vu une première fois, mais que là je passe du coup. Donc on peut mettre dedans les slugs, on peut aussi mettre les Mudokons. Vous vous doutez que je ne vais pas le faire, mais que dans la plus pure tradition des jeux Oddworld, le jeu nous permet de faire preuve de cette sorte de sadisme. Alors recyclage de quoi je sais pas, de toute façon on a bien vu dans le 2 que les glucons, même dans le 1 d'ailleurs, que les glucons étaient adeptes de l'humour noir. Rien que le fait d'appeler les morts des retraités. Vous vous souvenez aussi avec cette blague dans le 2, besoin de vacances à durée indéterminée, parlez-en à un garde slick, on comprend bien de quoi il s'agit. Et je n'expliquerai pas la blague parce que vous savez bien ce que vaut une blague que l'on a besoin d'expliquer. Alors certains Mudokons sont inaccessibles pour le grappin, je vais aller les chercher avec Abe. Viens par là. Je vais le saisir par les hanches parce que comme ça, si je l'attrape avec le grappin dans cette configuration là, ça va me permettre d'attraper d'abord le Mudokon
qui est donc un peu en hauteur. Et ensuite Abe lui-même, que j'ai besoin de transporter près de ce levier qui me permettra d'ouvrir la porte. Vous voyez comment fonctionne la coopération entre Abe et Munch. C'est plutôt pas trop mal pensé. Le reproche qu'on pourrait faire à ce mode de coopération, c'est qu'il est souvent déséquilibré. Il y a des passages des très longs passages de niveau qui ne concernent que Abe, et des très longs passages de niveau qui ne concernent que Munch. Il y a un aspect de cette collaboration dont je vous ai parlé, mais que je vous ai absolument pas montré, mais qu'une pierre à histoire en parlait, c'est la résurrection. Hello les gogos! Vous devez aider les Mudokons à braver cette meute de Sligogo et de Sluggy affamés. Dur. Je me demande bien comment vous allez vous en tirer. Ciao. Un Sligogo, c'est un Slig d'élite avec une arme laser. Qu'est-ce que je disais? Oui, les œufs. Donc vous voyez, il y a un réceptacle à œufs ici. Quand Abe meurt, quand l'un meurt, l'autre peut le ressusciter en allant voir cet œuf. Parce que l'autre ira pas dans cet œuf. Quand les deux meurent, on doit recommencer le niveau. Et cette fois-ci, on respawn pas de façon aussi clémente que précédemment. Les PNJ peuvent activer les interrupteurs à pied de la même façon que le personnage jouable, ce qui fait que là, cette porte est maintenue en position ouverte par un Mudokon. C'est pas forcément une très bonne idée, mais c'est pas forcément une si mauvaise idée non plus, parce que je vais faire ce que je crois être la stratégie prévue par le jeu. Elle est un petit peu... je vais pas dire risquée, parce que le jeu est suffisamment facile dans l'ensemble pour que cette stratégie marche et soit viable, mais disons qu'elle est un petit peu audacieuse. Alors, vous allez voir, si je le fais bien, ce sera très impressionnant visuellement, mais en fait c'est beaucoup moins... ça demande beaucoup moins de dextérité que ça en a l'air vu de loin. Bon, déjà en premier lieu, il faut que je me débarrasse d'un certain nombre d'ennemis, c'est pour ça que je suis avec Munch, qui se situent au sol. Enfin, ce que j'entends par au sol, c'est que ici on a plusieurs postes de Slig et de Slug. Il y en a donc qui sont juste sur le chemin, comme ça. Vous voyez pas très bien parce que c'est sombre, mais vous voyez quand même les mouvements. Et qu'on peut tuer donc avec des explosifs. Et puis il y a des Slig qui ont donc leur arme à feu et qui sont situés sur des sortes de tribunes un peu surélevées et qui tirent à vue sur ce qui passe. Alors, ce qu'on entend repousser, je crois bien que ce sont les explosifs. Il est possible que certains Slig repoussent. J'ai pas le souvenir que dans ce niveau ce soit le cas. Dans tous les cas, je vous ai déjà dit que ceux qui repoussent peut être tués définitivement. C'est juste qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. J'imagine que c'est la conception que les développeurs avaient de l'effet de surprise, de dire qu'il y avait une dizaine de Slig, mais en réalité, vu qu'il y en a un qui repousse 10 fois, en vrai, il y en a une vingtaine quoi. Le bruit de respawn étant le même pour les objets que pour les êtres. Ah, on voit rien, c'est horrible. Ah voilà. Voilà, comme... Ouais, comme je... Ouais. Comme j'ai pas complètement fait comme il fallait, je pense que je l'ai pas tué d'un coup. Bon, de toute façon, on verra bien... Au premier Mudokon que j'essaierai de faire passer, on verra bien combien de Slig il reste. Ou plus exactement, on verra s'il en reste parce que j'aurai pas complètement le temps de m'en rendre compte des effectifs exacts. Alors, on va voir. Donc, il faut que je prenne un Kawa, il faut que je prenne un Mudokon et il faut que je cours en échappant au Slig. C'est Darty mon kiki. Oui, j'ai fait bouger le Mudokon et donc du coup... Et vous voyez, vous avez dû m'entendre me faire toucher, hein, enfin, c'est pas moi qui me suis fait toucher, c'est le Mudokon. Le Mudokon s'est fait toucher parce que... parce qu'il était en première ligne, c'était lui que je portais, et donc du coup c'était lui la cible prioritaire. Fort heureusement, je n'ai besoin de les faire passer qu'une seule fois, donc j'ai pas à me préoccuper de cette histoire de points de vie. Ce dont je dois davantage me préoccuper, c'est des slugs qui sont de l'autre côté de cette porte. Je m'en préoccuperai
lors du deuxième passage de Mudokon, je les éliminerai avec Munch. Enfin, toujours est-il que vous voyez la stratégie, il faut juste passer à travers le feu ennemi en évitant les mines et espérer le mieux. Vous voyez, il y a les traces noires autour d'une mine, c'est pas moi qui les ai fait exploser, c'est les slugs qui sont passés dessus. C'est à ce passage-là que je faisais allusion tout à l'heure quand je vous disais que là vous voyez il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 leviers. Quand j'aurai 5 Mudokon, je pourrais pas leur demander d'activer les 5 leviers et d'activer le 6ème moi-même. Enfin, ou 4 plus Munch plus Abe. Non, il faut que j'ai 6 Mudokon parce que sinon ils refuseront de travailler. Ils comprendront pas ce qu'ils doivent faire. Vous voyez, il y a encore 15 agents de sécurité. Il va sans dire, et ça va mieux en le disant, que je ne peux pas sauter quand j'ai un Mudokon, enfin quand je suis en train de porter un Mudokon. J'ai plus beaucoup de points de vie moi. Parce que j'ai tout intérêt à me laisser mourir en tant qu'Abe et à me ressusciter. Donc je vais servir de kamikaze pour éliminer ces slugs. Voilà. Et je vais demander à Munch de venir me ressusciter. Enfin demander, je vais contrôler Munch pour qu'il vienne me ressusciter. Si Munch meurt là, je dois recommencer le niveau du début. Mais il n'y a pas grand chose... Est-ce qu'il y a un œuf ici? Il n'y a pas grand chose de dangereux pour Munch ici, mis à part ces mines. Non. Il n'y a pas d'œuf ici, il faut que je... Ah si, il y en a un là, voilà. C'est bien ce que je pensais. Donc vous voyez comment ça fonctionne. C'est plutôt clément. Et vu que c'est un jeu de coopération entre le joueur et lui-même, hein, puisque ça se joue à un seul, eh bien, je n'hésite pas à profiter de cette fonctionnalité du jeu, même si elle est très clémente. Ok. Continuons. Les autres Mudokon. Oui, ça s'appelle Uteslog 1027. C'est pas réellement parce que dans la franchise on va voir plus d'un millier de Uteslog. C'est pour mettre l'accent sur le fait que vraiment le cartel de Magog est une méga corporation qui regroupe des milliers et des milliers et des milliers de complexes industriels, hein, parce que les Uteslog sont numérotés, les Rupture Farms sont numérotés, la Rupture Farms du premier jeu était numérotée, je me souviens plus de son numéro, mais ça se comptait aussi en milliers. C'est juste pour montrer que effectivement ce cartel contrôle tout le continent et dispose d'une quantité inimaginable d'entreprises disséminées sur tout le continent. Montrer que c'est une méga corporation et que c'est pas bien. Arrivez-vous à distinguer la voix de Abe de celle du Mudokon qu'il porte? Abe a une voix plus claire et un peu plus aiguë. Et donc on entend des cris différents quand on se fait toucher pendant qu'on porte un Mudokon. C'est parce que certains cris sont ceux du Mudokon et certains sont ceux de Abe. Ça indique qui perd des points de vie. Vous voyez que ça n'a pas de grande incidence parce que de toute façon ces Mudokon là, une fois qu'ils ont passé le champ de mine, ils ne risquent plus rien. Le portail d'oiseau est juste derrière la porte qu'ils doivent ouvrir en tirant sur les leviers. Bien. C'est des choses qui peuvent arriver. Alors, voyons voir. Malheureusement, il faut que j'ai accès à son dos pour pouvoir l'attraper. Ah! Quand je dis que Abe est une savonnette avec le kawa, ça n'arrange rien. Alors, voyons voir. Ah, malheureusement, là, je perds le kawa, donc je vais pas pouvoir faire ça aussi simplement. Ah si, c'est bon. Parce que sans le kawa, si je cours de la même façon jusqu'au bout de cette rampe, le Mudokon arrivera de l'autre côté, mais Abe tombera au sol devant la plateforme. C'est pas grave, hein, ça le tue pas, c'est juste que c'est moins pratique. Alors si je me souviens bien, de toute façon ouais, c'est à peu près sûr. Là il y a 9 Mudokon, ils sont tous les 9 ici. La Uteslog suivante, ils seront pas tous les 9 dans l'équivalent de cet endroit parce que ce sera une structure un peu similaire, un peu plus compliquée.
il y aura quelques mudokons entre guillemets secrets qui seront en fait positionnés derrière les sligs positionnés en sentinelle. Donc il faudra tuer les sligs. Là, c'est pas essentiel. On écoute. Je vais le faire. Un petit coup de main, les gars. Ils sont suffisamment nombreux. Là, je vais le faire juste histoire de dire deux. Histoire de dire que, pardon. Viens vite. Ça bombe. Et ensuite, parce que ce sera plus simple pour faire passer les derniers mudokons. Donc là, Je reviendrai, c'est promis. j'en ai sauvé 6, il en reste 3. Et j'ai du spooce pour faire l'envoûtement. J'en avais pas avant. Donc c'est ça l'avantage. C'est que maintenant, je vais pouvoir envoûter les sligs. Alors après, le truc c'est que je bénéficierai de l'effet de surprise, mais encore une fois, c'est moins critique que dans les premiers jeux. Et en plus, quand je dis que je bénéficierai de l'effet de surprise, c'est même pas complètement vrai, parce que dès que je quitte mon poste, ça déplaît à certains. Voilà. Il y a différentes catégories d'armes à feu pour sligs dans ce jeu. Il y a la lente et la rapide, ça c'est la rapide. C'est-à-dire l'espèce de bazooka en fait. En plus de ces sligs d'élite, il y a des sligs gonflés aux stéroïdes qu'on verra dans d'autres niveaux qui seront plus résistants, qui font pas davantage de dégâts mais qui seront plus amusants à contrôler parce qu'ils sont plus gros et donc plus imposants. Et donc qui donnent un plus grand sentiment de puissance. Ça par contre c'est une constante de ce jeu là, c'est qu'on alterne des phases où on est très faible, où on peut quasiment rien faire par nous-mêmes parce que Abe est très fragile. Et des phases où on est invincible non seulement parce qu'on contrôle des ennemis puissants, qui meurent en un coup mais qui sont quand même puissants parce qu'ils ont des capacités offensives, et d'autre part parce que même si on est tué pendant qu'on contrôle l'ennemi en question, ça fait un ennemi de moins celui qu'on contrôle, et ça nous tue pas puisque ça nous fait juste revenir dans notre corps. Les premiers jeux la partie action des premiers jeux fonctionnait beaucoup sur cette dynamique, et ce jeu là fonctionne aussi beaucoup sur une dynamique similaire, y compris avec Munch, je dirais même, puisque avec Munch on contrôle de temps en temps des appareils qui peuvent attaquer les ennemis à notre place, hein, comme c'était le cas du Rapidodo. Et je crois que le Rapidodo est le seul appareil faisant ça, mais on en aura plusieurs fois dans le jeu. Même si personnellement j'ai une préférence pour le grappin. Le grappin permet réellement de tuer sans être tué. Je crois bien que c'est bon, en tout cas j'en vois plus d'autres là. Ah sinon. Bon, allez. On va dire que c'est déjà ça. J'ai pas besoin de spooce pour autre chose que pour envoûter, donc je n'ai pas de scrupule particulier à dépenser mon spooce de façon pas très stratégique. Donc j'en ai encore, tout va bien. On voit rien. Alors, fort heureusement, ce jeu a un système de visée automatique, c'est-à-dire que quand on tire dans une direction proche de celle d'un ennemi, mais pas complètement dans la direction en question, le jeu réajuste la visée automatiquement. Ça permet de changer de cible automatiquement quand un ennemi qu'on cible meurt et qu'il y en a un juste à côté. Ici c'est pas flagrant parce que c'est assez sombre, mais quand il y aura des phases un peu équivalentes en extérieur, vous vous en rendrez compte. Je dirais que c'est bon. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Alors si je peux m'en rendre compte en regardant le panneau de l'employé. Ah c'est difficile. Ah c'est bon, si, c'est bon, il en reste 0. Bon, j'ai le choix. Soit les 3 derniers, je leur demande de me suivre à travers le champ de mine, maintenant que le champ de mine ne pose plus le problème des sligs. Soit je les porte un par un. Avantage de leur demander de me suivre, c'est plus rapide, parce que c'est trop d'un coup. Inconvénient, c'est difficile
de leur faire passer les mines en étant absolument sûr de ne pas les blesser. On va peut-être couper la poire en deux et en saisir un tout en demandant aux deux autres de nous suivre. Allez, venez par là. Vous voyez que la porte se ferme rapidement et... Oh. Je reviendrai, c'est promis. La porte se ferme rapidement, ils auront pas le temps de passer cette porte. Sauf s'il y en a un pour la maintenir ouverte, mais celui qui la maintient ouverte, j'ai besoin de lui pour... Enfin, je dois le faire sortir de cet enclos lui aussi. Donc, voilà. Ok, donc... Bon, je tente de les faire passer tous les trois par le champ de mine. Ils sont maladroits, mais pas à ce point. Allez, on fait juste bien attention. De toute façon, j'ai sauvegardé. Enfin, j'ai fait un quick save. Parce que là, pour le coup, ça sert à rien de... On peut pas ressusciter ces mudokons là. Et quand bien même on le pourrait, ce serait pénalisé au niveau du karma, donc je préfère ne pas le faire. Il y aura un souci là. Ah non, c'est bon, on peut passer par ici. C'est difficile parfois de savoir ce qui est en relief et ce qui est complètement plat et donc traversable par les mudokons. Où est le troisième? Je l'entends, voilà, oui. Attends-moi ici. Alors vous voyez que je fais rien d'autre que courir. C'est possible, comme dans les jeux précédents, de marcher discrètement. Ça ne sert quasiment jamais, et je dis quasiment généreusement parce que en réalité ça ne sert jamais. Je vais sans doute le faire dans l'un des niveaux d'alentour de secteur industriel, mais je crois que ce sera pas très utile, hein, et je vais le faire par acquis de conscience. Je choisis de passer par là parce que sinon j'ai peur de me foirer avec les... Avec comment ça s'appelle, la rampe. Bon, je suis tombé quand même, donc je vais quand même le faire avec la rampe. Parce que avec le kawa ça va tout seul, mais voilà, oui, c'est bon. Ok, écoutez bien. Il reste plus que 3. 1, 2, 3. Et voilà pour la Huge Slug. Alors j'ai essayé d'attraper Munch. J'aurais voulu attraper Munch. On peut attraper Munch de la même façon que les autres mudokons. Pour me mettre sur le téléporteur sans avoir à repasser Daiba Munch. Donc là j'ai éliminé tout le monde et j'ai sauvé tous les esclaves. Mais là vu qu'il est juste à côté du portail d'oiseau, j'active le portail d'oiseau par défaut. Donc c'est pas terrible. Ah, voilà un niveau que j'aime bien. Ok, maintenant ça se complique un peu. Ces terres tribales ont été investies par les forces de sécurité Slig. Une seule et unique forteresse Mudokon résiste encore. Aidez les Mudokons à expulser ces Slig et direction la hutte Slug. Rapido! C'est un niveau que j'aime bien parce qu'il est un peu bac à sable et qu'on peut faire un peu comme on veut. Que c'est utile de regrouper les Mudokons même si on les utilise pas pour combattre. V'là mon pote. Et vous savez que j'aime pas utiliser les Mudokons pour combattre. Et que... comment dirais-je... il y a un peu tout ce qu'on pourrait vouloir. Il y a des puzzles à sauver, donc il y a des choses à sauver. Il y a l'hôtel du tonnerre ou la Zapenge. Il y a un peu de tout. On peut envoûter des sligs. C'est un niveau qui est assez satisfaisant. L'inconvénient c'est qu'on fait relativement peu de choses avec Munch. Vous allez voir que je vais le laisser... Que je vais le laisser en plan pendant une grande partie du niveau, et surtout utiliser Abe, puisqu'il s'agit d'une forteresse Mudokon et que, bon, Abe est un Mudokon et est le plus adapté pour gérer ces choses-là. Je sais pas si vous avez vu, il y a des appareils anti-envoûtement près de certains sligs, mais pas près de tous les sligs, ce qui fait que je peux aller tuer les sligs qui sont près d'un appareil anti-envoûtement avec des sligs qui ne sont pas près d'un appareil anti-envoûtement, et il y a aussi des appareils Mudokon anti-slig. Donc on fait encore une distinction entre des appareils naturels et des appareils industriels, qui ont pourtant la même tronche, mis à part que certains sont un peu en bois. Et ce qui fait que je peux me retrancher derrière ces appareils Mudokon anti-slig pour envoûter des sligs qui se situent au-delà de la frontière en question. Un slig envoûté peut passer les appareils anti-slig. Les appareils anti-slig ne tuent pas les sligs, ils ne font que les téléporter à leur poste. C'est-à-dire que là vous voyez celui que je suis en train de frapper, il avait son poste qui est ici. Si d'aventure il était allé jusqu'à l'appareil anti-slig,
il aurait été foudroyé et retéléporté là où il se trouve actuellement. J'aurais pu profiter de ça pour utiliser mon slig envoûté pour frapper des sligs dans le dos. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et il est revenu à son poste. Voilà. Voilà, je pourrais utiliser ça pour... comment dirais-je, pour frapper dans le dos de ces sligs là, ensuite être poursuivi jusqu'à l'appareil anti-slig. Et du coup échapper à leur coup parce que eux seront zappés et moi non. Et du coup recommencer le processus jusqu'à ce que mort s'en suive pour tous. Mais ça prendrait du temps et c'est pas forcément très rentable. Des sligs, il y en a largement plus qu'il n'en faut. Du spooce, j'en ai largement plus qu'il n'en faut. Et donc, je préfère m'en tenir à ma stratégie. Vous voyez qu'ici, il y a des Tomahawkers. Dans ce niveau, il y a à peu près tout. Il y a des hôtels pour transformer les Mudokons normales en Tomahawkers. Peut-être même pour les transformer en Mudarchers, je me souviens plus. C'est-à-dire l'équivalent des Tomahawkers, mais avec une arme de jet, qui est un arc à pouces. Un hôtel de résurrection que j'espère ne pas avoir utilisé, et que je suis sûr que si je m'y prends bien, je n'aurai pas à l'utiliser. Voilà. Ils ont quand même un temps de réaction. Et vous voyez que autant il y a des sligs qui ont une massue, autant il y en a qui n'ont rien du tout. Ceux qui n'ont rien du tout font moins de dégâts que ceux qui en ont une, mais quand même à 3 contre 1, même avec une massue, je suis défavorisé. En revanche, avec une arme à feu, je serais favorisé même à 10 contre 1. Pour peu d'avoir un avantage positionnel. Pour vous dire un petit peu ce qui se passe dans ce niveau, donc c'est que la nature est mise à mal par l'activité des industriels et il va falloir lui rendre sa gloire passée, ce qui est gratifiant non seulement parce que c'est la chose à faire, et d'autre part parce que ça va me permettre de quitter le niveau, parce que ça va faire remonter le niveau des eaux pour que Munch puisse activer des choses grâce à un grappin. Cependant, pour rendre à la nature sa gloire d'antan, je dois regrouper un nombre suffisant de Mudokons sur l'autel du tonnerre. Je vais pouvoir en regrouper un nombre suffisant seulement à partir du moment où je vais pouvoir les recruter. Tous se laissent recruter sauf un, et celui qui ne se laisse pas recruter refuse parce qu'il doit garder une porte qui ne ferme plus. La porte qui ne ferme plus, je vais devoir la fermer grâce aux autres Mudokons et à leur envoûtement. Vous allez voir ça. Vous voyez, c'est un niveau que j'aime bien parce que il y a un objectif principal, une succession d'objectifs secondaires pour arriver à remplir cet objectif principal. Là, vous voyez, j'utilise la stratégie que je vous disais tout à l'heure. Parce que maintenant qu'ils sont plus que deux, j'y ai tout intérêt, je pense. Maintenant, surtout qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, donc l'autre va mettre du temps à arriver. Voilà. Donc j'ai le temps de les frapper un petit peu. Voilà. Parce que ils sont retéléportés à leur poste comme s'ils respawnaient, mais en réalité ils respawnent pas. Hein. Ils conservent leur... enfin, plus exactement, ils ont perdu leur point de vie. Ils gardent leurs blessures. Voilà, c'est comme ça que je vais le dire. On comprend très bien le concept, mais c'est difficile à formuler. Il n'y a plus de sligs par ici, donc je vais utiliser des sligs un petit peu plus lointains. C'est pas grave, parce que de toute façon, tous les autres sligs, je dois les éliminer aussi. Ce sera plus pratique ensuite d'avoir un terrain où il n'y a pas de sligs du tout. Je pourrais utiliser les Tomahawkers pour les battre, et ça marcherait peut-être, mais je courrais le risque d'un accident, d'un Mudokon tué par l'ennemi, et je ne le souhaite pas. Alors vous voyez, ce panneau de l'employé, il indique un certain nombre de sligs. Ce nombre est bidon parce que certains sligs repoussent. Et voilà. Je pense que si j'aime bien ce niveau, c'est parce qu'il est vraiment représentatif de ce jeu. C'est curieux dans la mesure où c'est un Oddworld et que du coup les niveaux les plus représentatifs devraient être ceux qui se passent dans des complexes industriels où on sauve des esclaves. Mais je dirais que ce niveau est l'aboutissement de ce que les développeurs ont voulu faire avec ce jeu, au moins dans sa version définitive, donc qui est celle-là, même si selon les dires des intéressés, il y a eu beaucoup de déviations par rapport au projet d'origine.
Donc voilà, je vais me débarrasser de ce dernier slig ici. Et ensuite, tous ceux qui restent sont dans des zones auxquelles j'ai pas besoin d'accéder pour le moment. Et où au contraire j'ai peut-être toutes les raisons de laisser des sligs en vie, en particulier ceux qui sont positionnés en hauteur, parce que ceux qui sont positionnés en hauteur ils ont des armes à feu, et j'aurai tout intérêt à m'en servir par la suite pour les envoûter et tuer ceux qui restent derrière ces portes. Ces portes conduisent à la hutte slug, c'est celle que je dois ouvrir, et je ne pourrai les ouvrir qu'avec Munch une fois que le niveau des eaux aura monté, et le niveau des eaux n'aura monté que lorsque l'hôtel du tonnerre aura été activé, et l'hôtel du tonnerre n'aura été activé que lorsque j'aurai regroupé tous les mudokons nécessaires, et je n'aurai regroupé tous les mudokons nécessaires que lorsque j'aurai pu recruter celui qui garde la porte là-haut dans la forteresse. Vous suivez? Voilà, je suis dans la forteresse et c'est par ici qu'il faudra aller pour aller à l'hôtel du tonnerre. Mais pour l'instant... Ah, je me suis trompé de direction. Vous savez que j'ai pas du tout le sens de l'orientation, hein. Bon, l'hôtel du tonnerre, le voilà. Et je crois me souvenir qu'il y a un slick, c'est pour ça que je fais... Voilà, ouais, il y en a. Même plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si je compte bien, je crois que j'ai besoin de 8 midokons. Vous pourriez vous dire que j'aurais mieux fait d'utiliser ce slick pour tuer l'autre de l'hôtel du tonnerre. Mais non, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer ces sligs au sol ici, que je ne peux pas atteindre pour l'instant avec l'envoûtement. Et utiliser pour cela les 2 ou 3 sligs, j'ai pas réussi à bien voir s'il y en avait 2 ou 3, qui se situent sur l'hôtel du tonnerre. Vous entendez ces bruits de respawnage? C'est parce qu'en fait, les sligs que je viens de tuer ont respawné, mais comment dirais-je, aux alentours de la hutte slug. C'est-à-dire qu'une fois que je pourrai passer la porte, il y aura plein de sligs derrière. Mais ces sligs, si je me débrouille bien, je pourrais les tirer comme des lapins avec mes sligs porteurs d'une arme à feu. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai pas fait la même chose que précédemment, c'est tout simplement parce que je me suis trompé de direction et j'en profite pour explorer un petit peu le contour du niveau. Je me souviens plus trop ce qu'il y a par là. Et je pense que si je m'en souviens plus trop, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose. Et en effet, il n'y a pas grand chose. Ouais. J'aurais pu me laisser tomber dans l'eau et mourir, mais ça prend un peu de temps, donc de mourir dans l'eau. Alors on est d'accord, j'ai besoin du midokon ici. Bon, je sais que j'ai besoin de tous les midokons que je peux trouver, y compris celui récalcitrant qui voudra pas me suivre tant que j'aurai pas fermé la porte. Est-ce qu'il y en a un à ressusciter? Je ne crois pas. Ça c'est pour transformer les normaux en tomahawkers, mais j'en ai pas besoin. Ça coûte 10 pouces par mudokon. Si je voulais prendre le temps de récupérer assez de pouces pour le faire, je pourrais le faire juste pour le fun. Mais je ne vais pas vous faire perdre votre temps avec ça. Voilà. Donc déjà eux. Déjà eux. Ensuite, les tomahawkers qui sont là-bas. J'en ai pas forcément besoin tout de suite. Je reviendrai, c'est promis. Ah, encore que 4, ce sera peut-être un peu pas assez pour fermer la porte. Donc j'allais les chercher quand même. Viens des... Trop loin. Viens des... Trop loin. Ok, écoutez bien. Vu qu'il n'y a pas la notion d'écran, il y a une notion de distance. Moi, je suis trop loin pour parler à des mudokons. C'est pas parce que je les vois et que je crie qu'ils vont m'entendre. Tout le monde m'écoute. D'une idée à une autre, cette remarque sur le fait de voir des choses que je ne peux pas atteindre me fait penser au fait que ce jeu n'est pas la version originale de ce jeu, c'est une version remasterisée. La remasterisation n'a pas changé grand chose, mis à part les cicatrices sur les mains de Abe, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Mais peut-être il est possible que comme c'est une version remasterisée... Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la porte de la forteresse ne ferme plus. Les mudokons ont besoin de vous pour la fermer. Si vous réussissez, le Tomahawker viendra vous aider. Allez, à plus. On voit plus de choses de ce qu'il y a à l'horizon. Peut-être que le jeu d'origine affichait moins de choses au loin. C'est une possibilité, c'est pour ça que je pensais à ça.
quoi de neuf? Voilà, là, normalement, il devrait bien vouloir me suivre. Voilà, c'est bon. Il a... Salut, quoi de neuf? Salut mon gars. Oui, pour montrer qu'il est disponible, il fait il sort une ligne de dialogue relative au combat. C'est-à-dire quand ils partent à l'assaut des Slig, ils disent des phrases comme celle-là, là, attrapez-les. Toujours est-il qu'il me semble me souvenir que dans la version originale de ce jeu, les cicatrices sur les mains de Abe étaient bien celles qu'il y avait dans l'Odyssée d'Abe. Le fait que ce soit différent dans cette version remasterisée dénote du fait qu'ils avaient déjà prévu, je pense, à ce moment-là, de commencer à faire des remakes comme New and Tasty, où en particulier le design des cicatrices a un petit peu changé de façon à être un peu harmonisé entre l'Odyssée d'Abe, où les Scrabs et les Paramites avaient un certain design. Pour que la façon dont sont stylisés les Paramites et les Scrabs sur les... Allez, vous n'êtes pas de mauvais bougres. Bon, comme vous m'avez l'air d'avoir la main sur le cœur, je vais vous aider à changer ces fainéants de Mudokon en assommeuses-batteuses. Ce transformateur est à vous. Gracieusement. Oui, je disais, les Paramites et les Scrabs étaient stylisés différemment dans l'Odyssée d'Abe par rapport à ce qu'ils sont, à la façon dont ils sont stylisés. Ces nastiges d'industriels ont vidé le lac et forcé les autochtones Mudokon à l'exode. Toute la faune a été détruite. Redonnez à ces terres toute leur splendeur et détruisez la hutte Slog. Paramonia, dans les caveaux Mudanché et Mudomo de l'Exode d'Abe. New and Tasty a essayé d'harmoniser ça en faisant des cicatrices Scrab et Paramite pour Abe dans l'intrigue de l'Odyssée d'Abe, qui ressemble davantage au logo de Mudanché et de Mudomo. Bon, et cette version remasterisée de l'Odyssée de Munch reprend ce design de cicatrice. C'est une remarque annexe. Ok, écoutez bien. Ohé les lopettes. Allez, un peu d'huile de coude les gars. Voilà, je sais que j'aurai besoin de Munch, donc je passe à Munch. Voilà, cinématique. Oui, c'est là que vous constatez qu'il y a tout un tas de parties du niveau dans lesquelles je ne suis pas allé, parce que tout bêtement ça ne servait à rien. J'aurais pu aller dans cette fosse avec Abe et en ressortir grâce à ses puits, mais c'est seulement pour me rendre compte que ça sert à rien, quoi, si vous voulez. Le jeu est clément, il me donne des puits pour me sortir d'une situation où je me serais mis par accident alors que ça sert à rien. Je vais pas libérer les fuzzles tout de suite, je le ferai après. Vraiment, il n'y avait aucune utilité à faire ça. Croyez-moi sur parole. Maintenant, il y a une utilité à aller dans cette fosse parce que, l'eau ayant monté, Munch peut accéder à certaines plateformes. Alors, on fait sortir les Mudokons parce qu'on va avoir besoin de ça. Est-ce qu'ils sont tous sortis? C'est bon? Oui. Donc vous voyez... le ciel est redevenu plus bleu, du spruce a poussé, l'herbe est plus verte. Il me semblait que le contraste entre la zone telle qu'elle est quand elle est dévastée et la zone telle qu'elle est quand la nature reprend ses droits était plus important. Je sais pas si ça tient si c'est une question de remake ou si c'est une question, enfin de remake, de remasterisation ou une question de luminosité. Je pense que c'est plutôt une question de luminosité. Alors lui, je pourrais le lancer dans l'eau, mais j'aimerais l'envoûter parce qu'il a une arme à feu. Idem pour son camarade qui est ici. Parce que je suis pas sûr de n'avoir besoin que d'un seul Slig à arme à feu, d'autant plus que je sais que certains vont repousser. Bien respawné. En revanche, ce que je fais, c'est que je les mets derrière un obstacle, comme ça, Munch aura toute latitude pour tirer sur ces leviers sans être dérangé. Ces leviers servent évidemment à ouvrir
les portes. Et vous voyez qu'il y a encore plein de sligs. Hein. Ça correspond pas du tout à ce qu'il y avait écrit sur le panneau de l'employé tout à l'heure. Ça, c'est par la magie Je de Respawn. reviendrai, c'est promis. Vous voyez, là encore, il y a un onglet direction alors qu'il n'y a pas de direction. De la direction, il y en aura dans la phase de jeu suivante. Parce que là, en fait, si on devait comparer à l'Odyssey d'Abe et à l'Exode d'Abe, on en est encore à la phase de fuite, c'est-à-dire à la phase correspondant à l'évasion de Rupture Farms dans le 1 et aux mines de Necrom dans le 2. Enfin, au complexe industriel minier de Necrom. La phase suivante correspondra à Scrabania et Paramonia dans le 1 et les caveaux Mudanché et Mudomo dans le 2. Voilà, donc déjà, on ouvre cette porte. C'est également là... Non, j'allais vous dire une bêtise, j'allais dire que c'est là qu'on trouvera le portail d'oiseau, mais non, le portail d'oiseau, on est passé devant tout à l'heure. Vous voyez, la visée s'ajuste automatiquement, mais pas toujours. Et malheureusement, ça ne règle pas le problème de la caméra. Vous voyez, si une arme de jet c'est bien, mais pas si l'ennemi est trop près. Si l'ennemi est trop près, la visée ne se réajuste pas. Voilà, là normalement je devrais pouvoir les tirer sans trop de difficulté. Enfin, leur tirer dessus. Les tirer comme des lapins, mais leur tirer dessus, parce que sinon les tirer sans difficulté, ça prête à confusion. Voilà. Vous voyez qu'on a quand même un avantage considérable, et ça tient en grande partie à cette visée automatique. En fait, cette visée automatique ne sert pas seulement à changer d'ennemi quand l'un est mort, ça sert à changer d'ennemi quand l'un se rapproche. Vous voyez que je tirais sur le slig qui était le plus éloigné, mais quand un autre se rapproche de moi, la visée automatique se recentre sur cet ennemi pour peu que l'ennemi soit suffisamment proche de ma trajectoire de tir. Là par exemple, vous voyez, ça va pas le faire parce qu'il était trop loin. Là par contre, ouais non plus. Vous voyez, je tirais sur celui de gauche, celui de droite était déjà trop loin pour que la visée se réajuste automatiquement. C'est la raison pour laquelle j'étais certain d'avoir besoin d'au moins 2 sligs avec une arme à feu. Malheureusement, je n'en aurai que 2, et ce sera insuffisant, il faudra que je fasse les finitions massue contre massue, on va dire. J'utiliserai ces deux-là. Et vous voyez qu'il en reste encore beaucoup, c'est parce qu'il repousse. Vous voyez, j'en ai déjà tué 21, et il en reste quand même 11. Malheureusement, je suis exposé aux autres qui sont derrière là, mais bon. Mieux me positionner me demanderait une peine qui n'en vaut pas forcément la peine. Enfin, qui n'en vaut pas forcément le coup pour pas faire de répétition. Vous voyez, on entend ce bruit de respawnage. Et comme on en a entendu 2 superposés, ça veut dire qu'il y en a au moins 2 qui ont repoussé. Alors il en reste combien disent-ils? Il en reste 9. J'ai tué celui que je possédais, et j'en ai tué plus qu'un je crois, donc effectivement c'est vrai que c'est sûr qu'il y en a qui ont repoussé. Je regarde ce qu'il y a, et oui il y a des choses, ouais, il y a lui. Et lui, est-ce que c'est une arme à feu qu'il porte ou est-ce que... Lui c'est une arme à feu qu'il porte, donc lui il vaudrait mieux que je l'envoûte. Donc il vaut mieux que je me prenne possession... Il vaut mieux que je m'attaque plutôt à ce stick là en fait. Voilà. Voilà, surtout que lui il était presque mort. Il existe des boissons énergisantes qui restaurent les points de vie, c'est juste qu'on n'est pas tombé dessus pour l'instant. Ça s'appelle Ciao Bobo. C'est plutôt rare, mais par contre c'est utilisable à la fois par Abe et Munch et par les ennemis envoûtés par Abe. L'intelligence artificielle du jeu ne pousse jamais un PNJ à utiliser les boissons énergisantes. Je vais essayer d'envoûter le slick qui avait une arme à feu. Les portées d'oiseaux étaient là.
La seule chose qui me pose problème, c'est le backtracking que je vais devoir faire avec Munch pour aller chercher les puzzles. Ah ouais, j'arrive. Ouais, 5 pouces, c'était pas du luxe. Alors, je choisis d'essayer de les tuer d'ici parce qu'ils vont devoir passer par ce couloir et que du coup j'aurai moins de mal à les viser. Mais je sais pas si c'est la meilleure option. Pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Je suis obligé de me tourner entre guillemets manuellement pour me mettre à viser ce slick là parce qu'il est trop éloigné d'un point de vue angulaire de l'autre. Parce que ce qui compte c'est l'angle, hein, c'est pas le... C'est pas à proprement parler la distance. Là vous voyez par exemple, ils sont distants au loin. Simplement l'angle qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre est assez faible et donc parce qu'ils sont loin justement. Et donc il n'y a pas de problème. Il en reste 2. Donc le mien et un autre. Où est l'autre? Là. Est-ce que l'autre va repousser? Et ensuite, question subsidiaire, est-ce que celui que je suis en train de contrôler va repousser une fois que je cesserai de le contrôler? Si oui, c'est chiant, ça veut dire qu'il faut que je le réenvoûte indéfiniment. J'entends plus de bruit de respawnage. C'est vrai que vous entendez, c'est parce que j'essayais de passer de Abe à Munch pendant la séquence de désenvoûtement. Et il y a des phases pendant lesquelles on ne peut pas passer de Abe à Munch. En particulier, quand l'un des deux est en train d'effectuer une action telle que envoûtée. Et Abe était encore en train d'effectuer l'action envoûtée. Je vais m'occuper des puzzles. Je peux y aller vite. Malheureusement, les puzzles sont plus rapides que Munch sans fauteuil roulant, mais moins rapides que Munch avec fauteuil roulant. Donc il faut soit aller lentement avec le fauteuil roulant, soit accepter d'aller moins vite que ce qu'on pourrait, soit attendre les puzzles loin. Ça, je ne le recommande pas parce que dans un environnement en 3D, les PNJ ont vite fait de faire des conneries. Tout le problème des missions d'escorte. Le problème des missions d'escorte est aussi que les PNJ attaquent des ennemis en les voyant. Alors, fort heureusement, les Mudokons et les puzzles n'attaquent pas les ennemis à vue. Simplement, si un Mudokon est attaqué par un ennemi, ou que Munch ou Abe est attaqué par un ennemi, les PNJ de Munch, c'est-à-dire les puzzles, et les PNJ de Abe, c'est-à-dire les Mudokons, viennent à la rescousse d'un PNJ de la mémoire en danger, ou du personnage jouable correspondant en danger. Et ça peut être chiant. Ça ne se produit que si les PNJ sont suffisamment proches. C'est-à-dire que par exemple, s'il restait un slig ici, que Munch disait au puzzle d'attendre ici, il faisait 5 pas et se faisait frapper par un slig, les puzzles seraient suffisamment proches pour détecter que Munch est en train de se faire attaquer et viendraient à sa rescousse, ayant ainsi toutes les chances de se faire tuer. Voilà, j'attends que les puzzles arrivent. En attendant, je vais aller chercher les Mudokons. Je profite des temps d'attente comme ça. Alors j'ai plus besoin d'autant de Mudokons pour activer le téléporteur de la Utoslug, mais je choisis néanmoins de les faire venir tous, parce que comme ça ils seront tous ensemble, et quand Abe et Munch seront partis, ils auront moins de difficultés pour défendre la zone. Bon, ils auraient encore moins de difficultés s'ils étaient restés retranchés dans la forteresse, mais malheureusement j'ai besoin d'eux ici, et je vais quand même pas prendre la peine de les ramener à la forteresse juste pour des raisons de roleplay. Donc on va se contenter de ce compromis. Tout le monde m'écoute. Oui, c'est une grogne. Ayant demandé à tout le monde de me suivre, ça fait que les puzzles ont grogné, mais que Munch m'a suivi et que les puzzles auraient suivi Munch si je ne les avais pas libérés. Ainsi, on peut avoir toute une troupe de Mudokons et de puzzles contrôlés par le même personnage, pour peu que le personnage jouable suivi par les puzzles suive le personnage jouable suivi par les Mudokons, ou inversement. De la même manière, Abe peut ouvrir les portails d'oiseaux pour les puzzles, et Munch peut ouvrir les portails d'oiseaux pour les Mudokons. Il suffit que les PNJ à libérer soient proches du portail d'oiseaux pour sauter dedans, peu importe qui l'ouvre. Bon, deuxième Utoslug. Même tarif que la première, la structure est la même. D'abord un hall d'entrée avec des hachoirs, ensuite un corridor avec plein de sligs et donc une épreuve pour les passer.
Et ensuite, bah, la porte de sortie. Je prépare les mudokons pour le grappin. De faire un premier parcours avec Abe. D'une part pour tirer sur ce levier et d'autre part pour me mettre à disposition de Munch. De l'autre côté. Voilà, j'espère les attirer. Ah, ça a marché. J'espérais les attirer dans le hachoir. Leur faire un faux mouvement. Je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai donc un petit parcours à faire avec Abe. Pour commencer, simplement pour ouvrir la porte qui conduit au poste de contrôle du grappin. Voilà, pour Munch. Et je vais rapprocher les mudokons du bord. Abe peut les tenir indéfiniment, hein. Je crois avoir déjà émis l'hypothèse au sujet des précédents jeux que les mudokons sont assez légers parce que, à l'instar des oiseaux, ils doivent avoir les os creux. Et donc Abe n'a pas de difficulté particulière à soulever ses congénères. Je dis à l'instar des oiseaux parce que les mudokons ont l'air d'être des genres d'oiseaux humanoïdes. Avec leurs plumes et tout. Et aussi parce qu'ils se transforment en oiseaux en mourant. Et dans un certain nombre d'autres circonstances. Ah! Ouais, j'espérais le prendre en pleine course. Ce qui est possible, hein. C'est juste que c'est pas la stratégie standard, quoi. Alors vous voyez, il s'est téléporté de quelques centimètres, c'est parce que sa hitbox dépasse légèrement les limites de son corps. Et ce faisant, il suffit que le grappin touche le bord de sa hitbox pour considérer qu'il a attrapé le slug. Ça peut conduire à un phénomène de micro-téléportation comme celui-là. Je vois rien. Est-ce qu'il y a un mudokon sur cette plateforme-là? Non. Ouais, je pensais pouvoir avoir accès à cet endroit-là avec le grappin, mais en fait, non. Il me semble que cette hutte slug, contrairement à la précédente, fait un usage plus équilibré des capacités de Abe et de Munch. Même si, encore une fois, la structure est la même. Vous allez voir que sur la gauche, il y aura une rampe sur laquelle Munch devra passer. Prenez soin de vos mudokons. Si vous voulez sortir vivant de la hutte slug, vous aurez besoin d'eux. Ouais, voilà. Le tableau ne serait pas complet sans le chaman. Attends-moi. On les entend de loin. Ce qui est absurde d'ailleurs parce que si on peut les entendre de loin comme ça voudrait dire que eux devraient nous entendre quand on dit salut à quelques pièces d'écart. À moins qu'ils aient, à moins que les mudokons aient une mauvaise ouïe. Voilà, donc ce coup-ci les slicks vont se situer en hauteur là comme ça. Ceux de ce côté-là, non, je crois pas de mudokons derrière eux. Par contre, ceux de l'autre côté ont des mudokons derrière eux. Et ils tirent sur des leviers qui... Voilà, ils tirent sur des leviers qui font tomber des explosifs. Mais surtout, ces explosifs... Enfin... Comment dirais-je en dessous d'eux, il y a des mines. Si les slicks marchent sur ces mines, alors ils perdent des points de vie et ils finissent par mourir. Et là, tout le but est de les faire tomber sur ces mines de façon à ce que non seulement ils perdent des points de vie, mais qu'ils en meurent. Voilà, est-ce que ça suffit? Vu le cri qu'il a poussé, je crois que oui. Les slicks ne poussent pas le même cri s'ils perdent leur dernier point de vie ou s'ils perdent des points de vie sans mourir. Et ce cri là, c'est plus un cri de mort qu'autre chose. Ah, il y a eu deux machines ici, un grappin et un rapidodo. On va voir si j'arrive à quelque chose avec le rapidodo.
Encore que je suis pas complètement convaincu que ce soit une bonne idée parce que... Bon, on va voir. Mais il est possible qu'il y ait des Mudokons qui se... Voilà, il y a des Mudokons en train de travailler sur le champ de mine. Et donc, de ce point de vue, c'est peut-être un petit peu hasardeux de... Voilà, de... Il y a un stick qui est resté là. D'utiliser le rapidodo à proximité de ces Mudokons parce que ils ont vite fait de prendre une balle perdue. Oui, le rapidodo a des points de vie comme tous les personnages du jeu. Hein. Avez-vous remarqué que les points de vie des héros sont figurés par des oiseaux, tandis que les points de vie des ennemis sont figurés par des appareils anti-envoûtement. Si vous ne l'avez pas remarqué, maintenant vous le savez. J'ai descendu une rampe pour arriver ici, donc même je pense pas que les Mudokons puissent prendre une balle perdue. Simplement à cause du rapidodo si je tire depuis la deuxième pièce. A vrai dire, je sais pas ce qui se passe si je tire sur ces Mudokons avec le rapidodo. J'aurais tendance à dire, vu la logique du jeu, que contrairement aux slicks que ça endort, les Mudokons ça les tue. Mais, ah, ils peuvent m'atteindre d'ici. Ça c'est préoccupant. Bon. On recommence. Le truc c'est que les slicks de l'autre côté je ne pourrais les mettre hors d'état qu'à partir du moment où j'aurai ouvert les portes et récupéré un peu de spruce. Ouvert les portes parce que ça me permettra d'avoir des boissons énergisantes permettant de sauter à cette hauteur. Récupérer un peu de spruce parce que ça me permettra de les envoûter. Bien que cette dernière action ne soit pas indispensable, je peux parfaitement... J'aurai également accès à une boisson pour me rendre invisible, ça me permettra de me faufiler derrière eux. Et de les saisir par les hanches et de les jeter sur les mines. Voilà. Là ils sont endormis, donc j'ai tout intérêt à y aller avec Abe. Je vais prendre le risque de jeter les Mudokons par-dessus bord, au moins celui-là, allez. Parce que les slicks vont finir par se réveiller, mais quand même pas instantanément, c'est pareil que dans le niveau avec Munch et les techniciens. Par contre, il faut que je fasse bien attention à pas être soufflé par ces explosions, parce que sinon ça va me forcer à lâcher le Mudokon, et ça ce serait fâcheux. Alors, il faut que je jette le Mudokon dans le puits. Voilà. Quant aux sligs, c'est dans les mines antipersonnelles qu'il faut que je les jette. Allez, faire ce petit manège, récupérer un Mudokon, le jeter dans le puits, récupérer un slig, le jeter dans les mines, etc. etc., etc. C'est une façon un petit peu optimisée de s'en sortir. Une autre façon consistant à ignorer complètement les sligs et à essayer d'aller le plus vite possible pour tout faire avant qu'ils se réveillent. Ça me paraît un peu hasardeux, donc c'est pas ça que je vais faire. Parce que là par exemple, si je tombe nez à nez avec un slig, alors que j'ai un Mudokon saisi par les hanches, je pense que je peux m'en sortir, ou au moins je peux arriver à jeter le Mudokon dans le puits avant que le slig arrive à m'achever. Mais... ça reste un peu audacieux comme stratégie. Ah. Ah, il veut pas avancer. Ah, je crois qu'il a avancé et qu'il s'est pris une mine. Je crois l'avoir entendu crier. Ouais. Je suis sûr de ce que j'avance. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. De rester un ou deux Mudokons dans le couloir. Ainsi que les deux qui sont encore en haut là-bas. Merde. C'est bon. Alors, je suis pas sûr qu'il soit mort. Mais n'empêche que... sur le principe, c'est bon. Faut juste que je fasse gaffe à pas me faire souffler par ces explosions. Et voilà. Est-ce que je vais trouver des slicks réveillés en bas? On dirait que non. Donc, tant mieux. Pour continuer mon petit manège. Vu
que je commence à avoir accompli un certain nombre de choses au centre de heures. Je vais essayer de pas perdre toute ma progression en faisant quelque chose d'idiot. Voilà. J'aurais peut-être tout intérêt à rappeler un autre rapidodo pour réendormir celui dont je viens d'entendre qu'il vient de se réveiller. Parce que je peux peut-être m'en débarrasser en l'incitant à courir au milieu des explosifs que son camarade fait tomber. Mais c'est pas le genre de choses sur lequel il faut compter. Alors voyons voir. Là je vais essayer de leur faire tomber des bombes dessus. Voilà là. Ça c'est bien. Bon bah j'arrive à quelque chose. On entend des bruits de respawnage mais en fait c'est les explosifs que les slicks font tomber hein, qui respawnent comme ça. Alors je crois qu'il doit en rester un ou deux. En particulier celui qui a suivi Eve tout à l'heure. Je tire un peu au hasard parce que je sais que si je tire dans une direction qui est à peu près la bonne, la visée automatique corrigera. Voilà. Après apparemment il n'y en avait qu'un seul. Ah, il y a ce deuxième là qui est là mais qui est endormi. Oula, là je risque pas de faire prendre des balles perdues à des Mudokons. Bon, on va dire que c'est bon. Mudokon suivant. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Toujours le problème de la caméra avec ces jeux du début des années 2000. Encore une fois, la remasterisation n'a pas corrigé grand chose. Elle a juste affiné certaines textures. Et encore, c'est assez marginal. Oh là là, regarde. Viens par là. Catastrophe. Bon. Bon, c'est bon, il a pas perdu tous ses points de vie. Au passage, je me débarrasserai de cet avant-dernier slig. Alors, avant-dernier slig parmi ceux qui sont endormis. Hein. Voilà, dernier slig. Puis après, il y aura ceux d'en haut. Ceux d'en haut, c'est autre chose. Ça va nécessiter une stratégie un peu aménagée. Voilà, dernier Mudokon. Ensuite, je vais pouvoir passer à la phase de cette opération de sauvetage. Cette fois-ci, je fais bien attention aux explosifs. Très bien. Viens des... Un petit coup de main, les gars. Il y en a même plus qu'il n'en faut. Il m'en reste... Il y en a 11. Donc là, je dois en avoir 6 ou 7. Viens des... Ce que je vous disais, il y a ces machines là qui me permettent donc d'opter pour deux stratégies. Déjà, il va falloir que je saute derrière les slicks, c'est sûr. L'invisibilité va me permettre soit de les envoûter, ce qui a ses avantages et ses inconvénients, soit de les jeter par-dessus bord, ce qui a d'autres avantages, en particulier le fait de ne pas me faire perdre mon invisibilité. L'invisibilité disparaît si on commence à envoûter. Mais qui a l'inconvénient que les slicks sont encore vivants après. Et aussi que, vu que la touche action est celle qui me permet à la fois de tirer le levier et d'attraper les sligs, là je suis en train de tirer le levier alors que je veux attraper le slig. Bon, je vais faire le suivant parce que... Ah merde, j'ai bientôt plus droit à... Voilà.
serait peut-être hasardeux. Ouais. Ouais, je vais peut-être tirer profit du rapide dos en espérant qu'ils vont pas me tirer dessus. Voilà. Frapper le rapide dos. Les slicks continuent de frapper le rapide dos même quand celui-ci n'est plus contrôlé par Munch. Bon, faut que je fasse descendre ce dernier slig. Peut-être qu'entre temps je vais prendre le temps de faire exploser un des slicks qui sont endormis ici. Voilà. Ah, là, le problème c'est que du coup, si je suis pas assez près, je l'attrape pas. Si je l'attrape pas, je saute. Et si je saute haut. Et ça me prend du temps parce que je saute haut. Ouais, c'est que c'est tellement sombre. On a marre de ça. Ça aurait quand même été mieux si c'était des boutons différents. Bon. Voilà, là c'est bon. Oh, j'ai tenté ma chance. Mais ça n'a pas été complètement suffisant. Ok, même châtiment. Où est-il? Bah, il est où? Bon, dans tous les cas, j'attrape celui-là, parce que m'en débarrasser devrait être relativement simple. Ouais, je vais prendre celui-là aussi. Et tant que j'y suis, celui-là, puisque j'ai plus mes pouvoirs, au moins ça me permettra d'être débarrassé de tous les sligs pour la prochaine fois. Alors, voyons voir. Il reste 2, alors... où est le deuxième? Parce que pour moi il m'en restait qu'un. Bon, pour y voir plus clair, on va commencer par se débarrasser de celui dont je me souviens que je ne me suis pas débarrassé. Tout en profitant pour faire descendre ces Mudokons. Je pense que c'est un peu utopique de faire ça d'une seule traite avec... Ah, j'ai quand même réussi. Mais alors, où sont ces deux fameux slicks restants? Tout le monde m'écoute. Salut, quoi de neuf, Ed? Viens des... Hé, c'est Ed! Oui, les Il lopettes. a eu du mal à m'entendre celui-là. Hein. Salut, quoi de neuf, Ed? Attends-moi ici. Bon, j'ai juste assez de points de vie pour faire ce genre de truc. Faudrait pas que je fasse ce genre de conneries trop souvent quand même.
Bon, voyons voir. Voilà. Ça en fait un en moins. Je serais curieux de savoir où est le dernier quand même. Je fais quelque chose d'un petit peu chaotique, mais qui est, comme vous le voyez, permis par la flexibilité du jeu. Contrairement aux deux premiers, il y a toujours moyen de se rattraper quand on se retrouve dans une situation fâcheuse de ce genre-là. Alors avec peu de points de vie, mais normalement on ne devrait pas avoir besoin de points de vie supplémentaires. Bon, quant au dernier slick, c'est un mystère, hein. Écoutez. Je vais voir si je peux trouver où il est. Ah! Bah il est là, hein. Je vais voir si je peux pas le faire tomber dans... Ouais. Voilà, quand il va se réveiller, il va mourir là. Ah! Bah le zapper du rapidodo peut tuer les slicks en tout cas. Alors peut-être très lentement, peut-être que c'était aussi le cas pour les techniciens. Et voilà. Je crois que maintenant... Oh merde. Je crois que maintenant, disais-je donc, on est bon en termes de Mudokon et en termes de Slig. Et donc voilà. C'est marrant, je pensais avoir compté. Bon, de toute façon, on est retombé sur nos pattes. Nous arrivons au seul passage du jeu où il y aura des paramites. J'avais évoqué le fait que la différence de physiologie entre les Scrabs et les paramites disparaissait un petit peu dans ce jeu-là. Je faisais allusion au fait que là, effectivement... La hutte Slug est derrière vous. Incroyable mais vrai. Maintenant, pour arriver jusqu'au Grand Pruneau, il faut détaler. En effet, la faune locale est assez vorace. Alors vous vous souvenez que ce que je voulais dire. Vous vous souvenez que les paramites sont trouillardes quand elles sont seules, mais courageuses quand elles sont en groupe, et donc attaquent quand elles sont en groupe, mais n'attaquent pas quand elles sont seules. Là, de toute façon, on ne les voit qu'en groupe, hein. On ne les voit jamais seules. Donc elles attaquent. Ce serait possible, en y passant vraiment beaucoup de temps, de les tuer toutes en les envoûtant grâce à Abe. Parce que c'est possible. Et de le faire s'entretuer, donc de cette façon-là. Mais il n'est pas souhaitable de le faire, hein, parce que ça prendrait trop de temps. Donc je suis pas capable de vous dire ce que ferait une paramite toute seule, enfin la dernière survivante, est-ce qu'elle nous attaquerait ou est-ce qu'elle nous attaquerait pas, j'en ai absolument aucune idée. Ce qu'il y a par contre, c'est que dans un autre niveau, il y aura un troupeau de Scrabs. Et un troupeau de Scrabs, d'après les jeux précédents, c'est plutôt une oxymore, parce que les Scrabs c'est exactement l'inverse. Quand ils sont seuls, ils nous attaquent, mais quand ils sont à plusieurs, ils s'attaquent entre eux. Bon, il y a un éleveur de Scrabs qui apparemment réussit à les maintenir pacifiques à plusieurs. Il me semble avoir lu une théorie de fan comme quoi ce serait une question de... La territorialité des Scrabs dépendrait de leur cycle de reproduction, et donc ce serait quelque chose qui ne s'observe qu'à un certain moment de leur vie. Mais... Bon. Le but de ce niveau est simplement de parcourir ce champ de paramites tout en récupérant assez de pouces pour ouvrir la porte au bout. Et toute la complexité est d'une part de retrouver son chemin, ce pourquoi je suis très mauvais, bien que je sache que dans un labyrinthe il y a un moyen qui nous assure de trouver la sortie, c'est de suivre un mur. Mais aussi de récupérer assez de pouces, et donc forcément de prendre des voies sans issue et de prendre un peu le chemin des écoliers, et aussi de se mettre en danger avec les mines. Et on va devoir le faire non seulement avec Munch, ce que je suis en train de faire là, mais aussi avec Abe. Alors,
vu que Munch récupère déjà presque tout le spruce, Abe aura beaucoup moins de choses à faire. C'est peut-être un mauvais choix, vu que Munch est dépendant de son fauteuil roulant et le perd s'il passe sur des mines. Tandis que Abe peut courir par lui-même et donc n'a pas besoin de rester fixé à un support qu'il risque de perdre dans certaines circonstances. Toujours est-il que j'ai choisi de faire comme ça, pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Mais bon, il faut garder en tête qu'une fois que je l'aurai fait avec Munch, il faudra que je le fasse avec Abe. Et là, pour le coup, si je me fais tuer avec Abe, il faudra que je refasse tout le chemin avec Munch parce qu'il n'y a pas d'œuf de résurrection de ce côté du champ. Voilà, le verrou à spruce demande 99 spruce. Donc il faut que j'en récupère 10 avec Abe. Et si j'en récupère pas 10, bah tant pis, j'utiliserai mon envoûtement pour en faire repousser quelques-uns du côté de la sortie. Vous avez vu qu'il y en avait. Et normalement ça suffira. Le deuxième effet qui se coule d'avoir fait le parcours avec Munch, c'est que j'ai attiré le paramètre ailleurs. Du coup il y en a comparativement moins pour Abe, en tout cas au début du parcours. Alors c'est un peu une adaptation 3D des courses à la fin de Paramonia, Scrabania et les caveaux Mudanché et Mudomo dans l'Odyssée et l'Exode d'Abe. C'est moins difficile parce qu'on a des points de vie, mais il y a donc cette contrainte de récupérer du spruce. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à... Voilà, j'avais pas réussi à sauter. Bon, en tout cas, là, j'ai suffisamment de spruce, il faut juste que je trouve la sortie. Et je me suis un petit peu perdu parce que j'ai un peu couru dans tous les sens. Trop occupé que j'étais à essayer d'éviter les paramites. Ouais, on va voir. Alors ces mines ont déjà été activées, mais ça veut rien dire. Est-ce que c'était avec Munch tout à l'heure quand je vais aller dans l'autre sens, ou est-ce que... Non, ça je suis déjà passé par là, je l'ai vu. J'ai un vraiment très mauvais sens de l'orientation. Bon, la prochaine fois que je tombe sur quelque chose de connu, c'est décidé, je me mets à suivre un mur, comme ça je suis sûr d'arriver soit à l'entrée, soit à la sortie. Ah, ce sera pas nécessaire. Hop. Et c'est gagné. Nous sommes de retour dans la caverne du Grand Pruneau et je vous laisse profiter de la cinématique. Vous allez voir en quoi va consister la phase suivante de jeu.